Depuis des années, un phénomène extraordinaire commençait à intéresser les journaux. Un homme était apparu dans la vie de l'Allemagne, un homme alors complètement inconnu, qui s'appelait Adolf Hitler. Il avait réuni autour de lui des hommes de tout acabit, avait écrit un livre qui s'appelait Mein Kampf, qui était devenu la Bible de ces hommes et de ce parti, et avait commencé de secouer l'Allemagne pour arriver au pouvoir. 24 ans avant cet entretien, Joseph Kessel débarquait en Allemagne pour le journal français Le Matin. C'était au printemps 1932. Hitler n'était pas encore ni chancelier, ni président du Reich. Il était un homme politique, chef du Parti national-socialiste, dont les partisans rêvaient de faire tomber la République de Weimar. À l'époque, Berlin grouille de correspondants et d'envoyés spéciaux éphémères. Dans leurs articles et livres, ces journalistes témoignent au présent de ce qu'il se passe, de ce qu'ils voient, de ce qu'ils pensent. We think it's the business of journalism to report everything that happens, regardless of whether it's to the glory or not of one regime or another, and as far as possible to represent every point of view in our reports. Presque un siècle plus tard, que nous disent ces témoignages archivés sur papier de l'avènement de la dictature nazie? Qui sont ceux qui ont fait le choix d'Hitler? En quoi ont-ils cru, rêvé, espéré? Quelle était la vie en Allemagne avant le 30 janvier 1933, avant la catastrophe? En 1929, l'Allemagne est en pleine effervescence. La République de Weimar vient de célébrer sa première décennie. Née dans le chaos de la Grande Guerre, dont elle assume encore le coût des réparations, elle accélère le pas. Tout va vite, très vite. Les rues s'allongent, le ciel se rapproche. L'État devient providence. Les nazis, eux, restent à la marge de la vie politique allemande, avec seulement 12 députés au Reichstag. Pour de plus en plus d'Allemands, c'est le temps de l'apaisement, des loisirs et des nuits sans fin. Berlin éclaire l'Europe de César. La ville gronde, tangue, danse. Les célébrités se nomment Thomas Mann, Bertolt Brecht, Marlène Dietrich ou encore Fritz Lang, qui vient de tourner son dernier film, La femme sur la lune. En ce mois d'octobre 1929, les Berlinois ont la tête dans les étoiles. Ils ne savent rien du drame qui prend forme à New York. Quelques jours après la première de Fritz Lang, la bourse de Wall Street s'écroule. La finance revient sur terre. Le premier crash financier du siècle s'abat sur l'Allemagne. La crise frappe de plein fouet la République de Weimar. Le chômage s'envole, les magasins ferment. Peu à peu, la misère s'installe. Face à cette situation, le nouveau chancelier, le centriste Heinrich Brüning, prône l'austérité. Sans majorité au Parlement, il espère obtenir le soutien des Allemands, qu'il appelle aux urnes le 14 septembre 1930. En France, de nombreux journaux décident de suivre l'événement. Le Matin, qui vend chaque jour plus de 500 000 exemplaires, envoie l'un de ses journalistes les plus importants, Henri de Corrab. Quelques jours avant le scrutin, l'envoyé spécial débarque à Berlin. Comment la France, j'ai envie de dire, pourrait-elle détourner les yeux de l'Allemagne, hein?
pour des raisons historiques. Elle en est quand même déjà au deuxième conflit. Elle a eu 2 conflits et elle attend le 3e. Donc l'Allemagne, c'est quand même l'ennemi héréditaire. Enfin, difficile pour la France de ne pas regarder du côté de l'Allemagne. À 36 heures des élections, la moitié de l'Allemagne ne sait pas encore comment elle manifestera son mécontentement. Les hitlériens, car tout tourne ici autour de leurs chances de succès, auront 120 mandats au Reichstag, assurent les pessimistes. Ils ne seront que 100, 60, 40, 36, disent les autres. Évidemment, l'on n'en sait rien, car ce seront les derniers instants qui décideront de l'orientation d'une Allemagne déconcertée et mécontente. Quand la crise de 29 arrive, elle déboule à toute puissance dans l'économie allemande, et très rapidement, le taux de chômage explose. 1929, début de l'année 30. Ça crée déjà une crise assez forte dans la République de Weimar. Jusque-là, les nazis et Hitler, c'est toujours un petit parti sans influence. Mais très rapidement, quand on regarde un peu plus précisément au niveau des territoires, aux élections municipales, aux élections régionales, de début des années 30, les choses commencent à bouger. Le parti nazi commence à faire 6, 7%. Durant tout l'été 1930, les sections d'assaut, les SA, la milice armée du parti nazi, investissent les rues. En chemise brune, drapeau en tête, ils défilent, occupent les places et encadrent les meetings. En un mois, les nationaux socialistes réussissent l'exploit d'organiser 34 000 rassemblements. L'un des derniers se déroule à Berlin, dans la salle du Sportpalast, en présence d'Adolf Hitler. Le lendemain, Henri de Corrab raconte à ses lecteurs ce qu'il a ressenti à la vue des partisans nazis. « Vive le Troisième Reich !» répète sans arrêt un individu en bras de chemise. Qu'est-ce que cela veut dire ? Personne ne saurait y répondre. Ces gens descendent dans la rue par besoin d'acclamer. Ils cherchent un dieu, un empereur peut-être une religion. Deutschland erware, Allemagne, éveille-toi. Début des années 30, on a du mal à imaginer une sortie de la crise. Et c'est là où le nazisme va s'incruster et va dire, voilà, nous, on va offrir du travail, on va offrir le plein emploi, on va offrir une amélioration. Et évidemment aussi, en désignant un ennemi, ça sera la faute des Juifs, ça sera la faute du capital, ça sera la faute du communiste. Une partie de la population allemande, 12 ans après la guerre, a perdu la raison. C'est l'impression ahurissante que donne la ville de Berlin à la veille des élections. Ce ne sont pas des partisans politiques, ces gens qui crient en secouant leurs petits drapeaux avec des gestes de maniaque. Ce sont des fous. Le 14 septembre 1930, près de 19% des Allemands donnent raison au candidat de la Croix gammée. 107 députés sont élus. Le parti remporte sa première victoire nationale d'envergure et devient la seconde force politique du pays. Chaque déplacement du leader nazi est désormais couvert par la presse internationale. Hitler le sait et en joue. Fin septembre, à Leipzig, il déclare « Encore 2 ou 3 élections et nous assisterons au soulèvement raciste. » Une haute cour sera constituée pour que le crime de novembre 1918 trouve son châtiment. À ce moment-là, des têtes tomberont. Après l'échec du putsch du 9 novembre 1923, qui a été vécu dans sa chair par Hitler, il a eu peur, hein. Il a eu peur de mourir. Il s'est enfui en taxi. Il a été récupéré tout tremblant par la police de Bavière dans la banlieue de Munich. C'est une expérience cuisante pour lui que l'échec de ce putsch. Et donc depuis lors, il a décidé que l'accession au pouvoir se ferait électoralement, légalement, quitte à tout subvertir après. Le procès de Hitler pour haute trahison en 1924 a été le premier événement qu'a couvert Edgar Ansel Maurer, le correspondant permanent du Chicago Daily News. Avant l'Allemagne, Maurer a été reporter dans les tranchées côté français. Puis il a raconté l'Italie et la marche des fascistes de Mussolini. Edgar Ansel Maurer, c'est celui qui n'a pas transigé. Il va couvrir tout Weimar et il va voir monter à partir de 29-30
Il va voir monter en puissance les nazis, il va voir les rues se remplir de chemises brunes, il va voir progressivement se développer les persécutions antisémites du quotidien. Le jour de l'ouverture du nouveau Parlement, Maurer assiste dans les rues de Berlin au combat entre les partisans nazis et la police. Il témoigne ainsi, dès octobre 1930, de la violence, ciblée et orchestrée, du soulèvement raciste. Des fusillades et de violentes émeutes ont marqué l'ouverture du 5e Parlement de la République allemande aujourd'hui. De petits groupes de fascistes ont afflué des rues latérales en criant « Allemands, réveillez-vous! À bas les Juifs !» Ils ont brisé les énormes vitres de tous les magasins juifs, y compris l'important grand magasin Wertheim, où seule une fenêtre est restée entière. Rien n'a été volé, mais les chahuteurs ont menacé à tue-tête. Nous allons revenir. Ce n'est qu'un avant-goût pour vous montrer ce que nous pouvons faire, à moins que vous décidiez de nous aider à devenir libres et à trouver du travail. Dès ce 13 octobre 1930, par la voix des députés nazis, la violence pénètre aussi à l'intérieur même du Reichstag. L'entrée de ces députés dans le Reichstag change tout. Jusque-là, les communistes menaient une opposition en interne, mais une opposition correcte. Le verbe très haut, la révolution à tout bout de champ, mais en commission parlementaire, ils travaillaient à une amélioration des conditions des ouvriers. Les nazis arrivent, c'est pas des gens qui ont cette culture-là du tout. Il y a énormément d'interjections antisémites, où quand un député présumé d'origine juive par les nazis arrive au pupitre, on lui hurle des insultes antisémites, etc. Dès 1930, les sessions parlementaires se raccourcissent. Donc il y a moins de sessions parlementaires et il y a plus de décisions présidentielles. C'est cette ambiguïté de la Constitution de Weimar qui facilite ce processus. En février 1931, les travaux du Parlement sont suspendus pendant 6 mois. La République se recroqueville entre les mains du président et du chancelier Bröning, qui annonce de nouvelles mesures d'austérité. Malgré tout, rien n'y fait. La crise s'amplifie et touche de plus en plus de foyers. À la fin de l'été, plus de 5 millions d'Allemands pointent désormais au chômage. À l'étranger, les malheurs de l'Allemagne font vendre. À la une, en 3e page, ou dans celle des dépêches, Berlin ne quitte plus les colonnes des grands quotidiens, qui multiplient leurs reportages sur place. Les années 30, c'est vraiment, on peut dire que c'est l'apogée du média de presse, en termes de chiffres, en termes d'importance, d'impact. Tous les journaux veulent faire du reportage à cette époque. C'est une condition sine qua non, somme toute, de la concurrence de la presse dans les années 30. Mais tous ne peuvent pas financer ces reportages qui coûtent très cher. Donc ceux qui sont à la pointe, ce sont les 5 grands. C'est Le Matin, Le Petit Parisien, Le Journal, Le Petit Journal et l'Écho de Paris. Et ces 5 quotidiens-là, à eux seuls, atteignent un tirage de 5 millions d'exemplaires sur 6 pour la totalité des tirages parisiens. À la fin de l'été 1931, Henri de Corrab passe de nouveau la frontière pour Le Matin. Il a choisi comme première étape de son grand reportage Essen. Au cœur de la Ruhr, cette cité fut l'un des cœurs battants du renouveau industriel du pays, qui attisa la convoitise des vainqueurs de la Grande Guerre. Pendant 2 ans, les soldats français et belges occupent les lieux. Henri de Corrab l'a vécu et raconté. Essen n'est donc pas choisi par hasard. La ville est remplie de fantômes, ceux de l'inflation, de l'occupation et désormais du crash. Là, j'aperçus enfin quelques vieilles voitures de déménagement sans roues, transformées en habitation et précédant un échiquier de maisons de bois. Des femmes, sur le pas de leurs portes ou à leurs fenêtres, répondaient à nos questions d'une manière maussade et évasive. Ce qui frappe, c'est la longueur de ces reportages, la sérialité presque continue, pendant parfois 1 mois, 1 mois et demi. Il ne s'appelait pas grand reportage pour rien. C'était pas seulement parce qu'on allait loin pour quêter la nouvelle, c'était aussi parce qu'il était grand en termes de format. Enfin, un vieux qui sortait d'un enclos répondit par un sourire à notre salut. Les temps sont durs,
Ce sont les hommes qui ont changé. Et les femmes? Elles travaillent, c'est vrai, elles apportent un peu d'argent à la maison, mais elles ne font plus de cuisine, ce n'est plus la mode. Le soir, ce sont elles qui payent le cinéma. C'est ça qui est grave, et non les temps difficiles. Ce passage d'Henri de Corab est extrêmement intéressant parce que ça nous déplace un peu des lieux communs Berlin et on va dans un quartier populaire, appauvri. On voit que dans les foyers, il y a vraiment beaucoup de conflits. Il y a des conflits tout d'abord entre les couples parce que la main-d'œuvre féminine est beaucoup moins chère que la main-d'œuvre ouvrière masculine. Et les industries vont rationaliser et virer les ouvriers pour embaucher leurs femmes, mais à un prix beaucoup plus avantageux. Qu'est-ce qu'ils font les ouvriers? Ils sont oisifs, ils ont perdu un peu toute la sociabilité d'entreprise, l'entre-soi masculin. Et donc ils vont aller dans les bistrots. Ils vont boire des coups, ils vont parler de politique. Et certains vont aussi se faire charmer par les nazis. La SA joue le rôle un petit peu d'Emmaüs ou de la soupe populaire pour ces gens-là qui sont souvent des chômeurs, qui trouvent au sein de la SA une famille, un groupe, à manger, une soupe chaude, parfois un logement, et qui trouvent, au-delà de ça, un honneur retrouvé, restauré. Là, au moins, vous pouvez jouer aux soldats. Vous pouvez revêtir un uniforme, faire de l'exercice, exercer votre virilité, votre violence, et vous réaffirmer comme un sujet de votre propre existence. Le nazisme va aussi parler à ce public-là en disant « nous, on va renverser à nouveau les relations entre les sexes, on va mettre de l'ordre, on va mettre les femmes à leur place, on va d'abord donner du travail aux hommes et on va vous réinstaurer comme pater familias, comme la personne qui vraiment souvient aux besoins de la famille ». Le reportage d'Henri de Corab se conclut à Berlin, le jour où, dans certains quartiers, on célèbre Rosh Hashanah, la fête du Nouvel An juif. La scène se passe de nuit. Une nuit où la rue est devenue mauvaise, hostile. Du fond de l'avenue, nous arrivait un bruit de tumulte, des cris, un hurlement de sirène. Des gens arrivaient en courant, en criant au passage « Die Nazi, die Nazi !» Une élégante jeune femme s'arrêta, essoufflée devant notre table. Elle nous raconta qu'ils s'étaient glissés un à un dans le café en s'asseyant à des tables déjà occupées. Puis, tout à coup, sur un coup de sifflet, venant du dehors, ils se sont mis à nous battre. C'était la même chose en face, à droite, à gauche. Ce que je retins surtout de cette répugnante aventure, c'était le coup de sifflet. Décidément, rien ne se passerait en Allemagne sans un coup de sifflet, sans un ordre précis. Plus le parti va grandir, plus cette question de l'antisémitisme va devenir clivante. Et notamment à partir de 1930, où les nazis passent de 2,6% à quasiment 20%, Hitler et les autres dirigeants nazis savent bien qu'ils ne vont pas conquérir plus de voix en conservant un aussi grand discours antisémite, aussi radical. Donc le discours antisémite va passer en sourdine. En même temps, la SA et les troupes nazies dans la rue continuent à agresser les juifs et dans les discours officiels, entre guillemets, d'Hitler, c'est un camouflage. Dans son livre « Germany puts the clock back », Edgar Ansel Maurer évoque par exemple le cas d'une petite ville de Bavière où dès 1932, des boycotts à l'encontre des magasins juifs étaient organisés par les SA nazis. Des sentinelles à croix gammée se tenaient devant les magasins appartenant à des juifs et notaient les noms de ceux qui y achetaient. Les personnes qui ne sont pas dans le quartier sont dirigées vers des magasins tenus par des Allemands, c'est-à-dire des nationaux-socialistes. La situation de cette petite ville n'était qu'un cas extrême de quelque chose qui s'était propagé dans toute l'Allemagne protestante. Durant ces dernières années de la République de Weimar, peu nombreux seront les journaux étrangers à évoquer les persécutions antisémites en Allemagne. Le sujet est secondaire. Souvent,
Le siège se dit il exagère, il en rajoute, il prend ça trop à cœur, etc. On rencontre souvent ce décalage. Et il y a un phénomène supplémentaire avec notre presse anglo-saxonne des années 30, c'est que la plupart des patrons français, britanniques et américains sont, comme aujourd'hui, ça n'a pas changé, des milliardaires. C'est-à-dire sont des gens riches et plutôt de droite et plutôt réactionnaires. Et on est dans des années qui suivent de très peu la révolution russe de 17, et la terreur de toutes les bourgeoisies occidentales, c'est l'URSS, c'est le bolchevisme. Qui fait que quand Hitler monte en puissance et apparaît, avec son anticommunisme, parce que les nazis sont antisémites d'abord, mais ils sont aussi très anticommunistes, je pense que beaucoup de patrons de presse occidentaux se disent « Bon, s'il peut calmer un peu les communistes allemands, finalement, c'est quelque chose qui peut avoir du bon. » Donc, les patrons de presse, et ça vaut pour les Français, ça vaut pour les Britanniques, ça vaut pour les Américains, ne sont pas du tout anti-nazis, pour la plupart. Pas du tout. L'année 1932 sera celle de toutes les dissimulations. Des mensonges et des violences hors champ où les nazis tuent et meurent parfois. L'année 1932 est une année précipitée parce qu'il y a plusieurs scrutins. Le premier scrutin qui est prévu, c'est l'élection présidentielle à l'issue du septennat de Paul von Hindenburg. Et cette élection présidentielle met face à face le vieux maréchal prussien, conservateur, qui se retrouve un peu malgré lui à incarner la République de Weimar, envers laquelle il n'est pas forcément bien disposé culturellement, et face à lui, Adolf Hitler. On va arriver à ce paradoxe complètement contre-intuitif que la gauche, le SPD, les partis centristes vont soutenir Hindenburg. Rien que ça pose un énorme problème démocratique qui est qu'un parti de gauche révolutionnaire comme le SPD va en arriver, pour faire barrage à Hitler, à soutenir un général conservateur de 83 ans dont la proximité avec les thématiques sociales, etc. est toute relative. À l'étranger aussi, la présidentielle allemande est l'événement du printemps 1932. Le patron de Paris Soir, habitué aux coups médiatiques, ne rate pas l'occasion. 3 heures du reportage pour partir en même temps pour Berlin. C'est une véritable escadrille qui va survoler l'Allemagne et en montrant tous les aspects dans la période fiévreuse qui précède l'élection à la présidence du Reich. Et quelle escadrille! Jules Soherbach, Maurice de Cobra, Pierre Macorlan. Le 8 mars, Pierre Macorlan pose sa valise au Grand Hôtel Adlon de Berlin, non loin d'Alexanderplatz. Écrivain reporter, figure du fantastique social, y restera jusqu'au premier tour de la présidentielle. Dès le premier contact avec la rue de Berlin, on comprend que la misère est là, tapie comme une bête monstrueuse et informe. Voir, ce n'est pas si facile. La misère est une mégère pudique. Elle n'est point belle, elle le sait et se maquille. Pour Macorlan, l'information s'obtient à travers la vue, le regard. Et dans ses reportages, notamment celui-là, ce qui est très frappant, c'est qu'il articule tout le temps voir et savoir. Voici par exemple un homme quelconque sur le trottoir de la Mühlachstrasse, qui est l'une des rues les plus pauvres de Berlin. Cet homme, au pardessus correct et boutonné jusqu'au menton, n'a pas de chemise et de veston sous ce vêtement. La Mühlachstrasse n'est pas une rue pouilleuse. Sa misère est à l'intérieur. Elle est dans une pièce interdite au public où 4 misérables couchent sur un même matelas devant une assiette trop souvent vide. En 1932, on atteint une situation qu'on aurait même du mal à comprendre aujourd'hui, à imaginer, où vous avez 40%
de la population active qui est au chômage. C'est un pays où la famine est de retour, et la famine rappelle de très mauvais souvenirs, la famine de la Grande Guerre pendant la Première Guerre mondiale, les famines des années 1840, des grandes crises frumentaires du 19e siècle. Et donc c'est une Allemagne qui, au fond, se croit condamnée à vivre toujours et encore des crises et à ne jamais se relever. Dans les quartiers de Moabit, quartier ouvrier à Berlin, Marc Rolland il rencontre une jeune femme lettonne juive. Et il semble avoir beaucoup d'empathie pour elle. Mademoiselle X28 se détacha lentement, comme une chose morte du groupe d'hommes et de femmes qui attendaient là pour se mettre en règle avec la situation. Cette foule ne ressemblait en rien à ce que nous pouvons voir chez nous. Toutes les classes de la société étaient ou me semblaient représentées. Tous ces gens étaient arrivés au bout d'un trajet dans une sorte de no man's land, où les lois traditionnelles et le pouvoir de la société ne peuvent même plus recommander la patience. Ça montre que le chômage et la misère ne touchent pas uniquement le monde ouvrier, mais aussi la classe moyenne. Et cette jeune femme, elle travaille dans un bureau. On ne sait pas exactement si elle est secrétaire ou sténotypiste. Ça fait 10 ans qu'elle est à Berlin. Et avec ses camarades ou collègues du bureau, elle ne sait pas trop quoi faire et qu'est-ce que l'avenir va lui réserver. Et maintenant, je sens que le danger m'encercle, dit-elle. Si Hitler est élu, je peux prévoir un peu ce que sera ma vie. Je suis lettonne parce que mes parents étaient lettons. Hitler, vous le savez, a promis de renvoyer tous les étrangers qui travaillent en Allemagne. Où aller? Je ne parle pas le letton. Il me sera donc facile de mourir de faim dans mon pays. Mademoiselle X28 nous remercia et prit congé. Elle tourna au coin d'une rue, proprement restituée au néant d'une grande ville, et nous ne la revîmes plus. Je ne peux pas m'empêcher à me demander qu'est-ce qui va devenir cette femme. Parce qu'à la différence de ses camarades de bureau, que j'imagine pour la plupart allemandes, dans le sens nazi, elle est d'origine juive, lettonne, et donc elle est une triple outsider. Elle sera très bientôt au chômage, c'est sûr. Elle est étrangère et elle est juive. Au même moment, aux États-Unis, un entretien d'Adolf Hitler accordé à la journaliste américaine Dorothy Thompson fait sensation. Ces pages seront la principale raison de son expulsion du pays en 1934. Dorothy Thompson n'est pas correspondante sur place en Allemagne. Elle y fait des sauts. Elle a un court entretien avec Hitler, Dorothy Thompson. Ça dure 1 heure, ça se passe très mal. Lorsque j'ai pénétré dans le salon d'Adolf Hitler, j'étais persuadé que j'allais rencontrer le futur dictateur de l'Allemagne. En moins d'1 minute, je fus convaincu du contraire. Il est incohérent, jacasseur, ne tient pas en place, manque d'assurance. Ses gestes sont maladroits, manque presque de dignité et n'inspire certainement pas le respect. Seuls ses yeux sont remarquables. Gris, sombres, exorbités. Ils brillent de l'éclat particulier qui distingue souvent les génies, les alcooliques et les hystériques. Lui a été très sensible aux moqueries de la presse internationale. Il y a un discours célèbre, longtemps après, en 1939, je crois que c'est son discours d'anniversaire de la prise du pouvoir en janvier 1939, où il s'adresse à la presse internationale et il dit « Vous avez bien ri, hein ? Ben, vous riez plus maintenant. » Les Juifs sont tenus responsables de tout. Dans Mein Kampf, je trouve que M. Hitler arrive sans sourciller à les accuser de choses parfaitement contradictoires. Dans la stratégie d'Hitler, les Juifs n'étaient plus simplement des colporteurs et des petits créanciers. Ils étaient la finance internationale. Ils étaient la commission des réparations, ainsi que la République qui imposait des taxes. Le fait qu'il ait des millions d'adeptes vous étonne? En l'écoutant, ils se sentent glorifiés. Des jours meilleurs arrivent. Elle n'a jamais été aussi proche, l'ère de la race, où tous les bons teutons prendront le dessus, simplement parce qu'ils sont teutons. L'Allemagne se sent oppressée et ligotée, condamnée à suivre les dictats de la France jusqu'à la fin des temps.
Seul ce petit homme préconise une vraie rébellion. « Allemands, levez-vous » crie-t-il. « Vous n'avez rien d'autre à perdre que vos chaînes. » À la veille de la présidentielle, les rues allemandes se recouvrent des couleurs des partis et des portraits des candidats. À Berlin, dans les quartiers rouges de la capitale, c'est le nom du président du Parti communiste allemand, Ernst Thälmann, qu'on affiche. Les communistes du KPD ont été l'autre surprise des dernières législatives. Ils espèrent doubler les nazis et instaurer une dictature prolétaire. Le vieux maréchal Hindenburg, lui, limite sa campagne à quelques pas devant une caméra. Ses alliés sociodémocrates et centristes se chargent de faire voyager le portrait du candidat à travers tout le pays. Les nazis, eux, sont les plus ambitieux et les plus spectaculaires. À l'aide d'un avion, Hitler survole l'Allemagne. Dans un rythme effréné, il multiplie les bains de foule et les discours. Sur le front des rues, celles sans images, la campagne est brutale et souvent mortelle. Tel est le quotidien de la vie politique allemande que découvre Joseph Kessel à son arrivée, le dernier dimanche avant les élections. En 1932, Kessel est dans sa trentaine fringante. Il a une réputation assez sulfureuse, scandaleuse, et il a fait, on ne peut pas le dire autrement, un absolu tabac, l'un des reportages qui ont eu le plus grand succès de toute l'histoire du reportage. Dans ce même journal, Le Matin, en 1929, lorsqu'il est parti en Abyssinie sur la piste du trafic des esclaves. 3 ans plus tard, le 7 mars 1932, de Berlin, Joseph Kessel transmet par téléphone son premier article qui a pour titre « Le sang qui ne compte plus ». La veille de son arrivée, un partisan d'Hitler est tombé, frappé à mort en pleine rue. Ce n'était pas un attentat, ni la suite d'une rixe personnelle fondée sur des dissentiments politiques. Ce fut au cours d'un combat massif que cet employé de télégraphe fut tué. Quand, dans la soirée, j'appris cette mort et qu'il y avait eu en outre 4 blessés graves, je m'adressai à des informateurs bénévoles. Tous me regardèrent avec une stupeur. L'intérêt, l'émotion que je montrais pour ce sang versé les étonnait. Entre 1930 et 1932, la rue est la scène d'une certaine guerre civile, on peut même dire, entre les communistes et le nazisme. Et la police, la Schutzpolizei, la Schupo, est au milieu des extrêmes. Chaque grand parti allemand dispose d'une milice. Alors les plus connus, ce sont les nazis, avec les SA et les SS, milices paramilitaires, avec uniformes, armes, etc. Mais des autres partis également. Les combattants du Front Rouge pour le Parti communiste allemand, les bannières du Reich pour le SPD, et ces milices-là s'affrontent dans les rues. Nous étions en plein quartier ouvrier. 2 drapeaux rouges rassemblèrent un instant dans leurs plis ornés de la faucille et du marteau un peu de lumière, mais ils flottaient sur le vide, car la rue était déserte. Je ne pus croire que nous étions arrivés. Tout était aussi mort, aussi silencieux là que dans le reste du quartier. Pas un groupe, pas un curieux, pas une trace, ni un signe, rien. Moi, qui n'avais pas la cuirasse que forge l'habitude, je suivis mon compagnon le long de ces avenues désespérées où la colère, la haine et la violence doivent avoir un poids singulier, tout ému de sentir une guerre civile latente frémir autour de nous, une guerre civile entrée dans les murs. Le nazisme est avant tout une politique du sacrifice, et pousser de jeunes militants à mourir ou à être blessés, et un certain nombre vont l'être, c'est resserrer les rangs autour de cette idée que militer au parti nazi, c'est beaucoup plus qu'un parti politique, c'est un mouvement, et que être dans ce mouvement, c'est dépasser la vie terne et morne d'un petit militant politique, c'est vraiment sacrifier sa vie. Parce qu'évidemment, dans cette société-là, où les anciens combattants sont partout, pour ces jeunes gens, ces jeunes hommes, leurs frères, leurs pères sont morts en 14-18, ou sont mutilés, ou ont fait 14-18, sont des vétérans. Donc qu'est-ce qu'il y a de plus
excitant, il faut le voir comme ça, politiquement, que de revivre le soi-disant sacrifice des tranchées dans les tranchées politiques. Le 13 mars 1932, la rue retrouve son calme. C'est jour de vote. Plus de 86% des Allemands font le déplacement. Le président, certain de sa victoire, s'est abstenu. À tort. Quand les résultats tombent, Hindenburg est en tête mais rate la majorité à quelques voix. L'ancien caporal fait trébucher le glorieux maréchal. Le vote nazi est un vote rural, semi-rural. L'image du vote nazi, c'est la petite ville de province, de 20 000 habitants, de 40 000 habitants, traumatisé, mis en question, mis en difficulté par toute l'expression des phénomènes de la modernité, la libération sexuelle, ce monde bizarre de Berlin, les cinémas, l'homosexualité, et puis qu'est-ce que c'est que cette musique qui débarque, le jazz, et puis ces gouvernements, parfois corrompus, etc. C'est ce monde-là un peu traditionnel, protestant, qui en majorité va voter pour les nazis. Le 10 avril 1932, lors du second tour de la présidentielle, Hindenburg est réélu. Mais Hitler a convaincu 2 millions d'électeurs supplémentaires. Le chancelier Heinrich Brüning est alors remercié. Le baron Franz von Papen, l'un des proches du président, prend sa place. Dans le Chicago Daily News, Edgar Hanselmaurer décrit le nouvel homme fort du Reich ainsi. Papen est un centriste, au penchant hitlérien bien connu. Il essaie de former un cabinet d'hommes dont les titres aristocratiques élevés ont la consonance des vieux jours impériaux. Papen a l'intention de gouverner avec une main ferme. À plusieurs reprises au cours des derniers mois, il a exigé une dictature nationale libérée de tous les artifices parlementaires. Comme ses prédécesseurs, von Papen dissout l'Assemblée et appelle les Allemands aux urnes. La campagne est courte, intense, extrêmement violente. On compte, en juillet 1932, une centaine de morts politiques. Ce haut niveau de violence est inédit et inconnu dans une démocratie occidentale à cette époque. Pendant que les troupes d'assaut nazies s'activent sur le front des violences, Hitler mène une campagne tambour battant, sous le regard des objectifs de son parti et des actualités filmées. Sur ces images, les scènes se répètent. Hitler atterrit en avion, fend la foule, reçoit des fleurs, puis monte sur l'estrade et parle. Vor diesen 30 Parteien gab es ein deutsches Volk und die Parteien werden vergehen und nach ihnen wir bleiben wieder unser Volk. Und wir wollen nicht sein eine Vertretung eines Berufs, einer Klasse, eines Standes, einer Konfession oder eines Landes, sondern wir wollen den Deutschen so weit erziehen, dass vor allem alle begreifen müssen, dass es kein Leben gibt ohne Recht und dass es kein Recht gibt ohne Macht und dass es keine Macht gibt ohne Kraft und dass jede Kraft im eigenen Volk sitzen muss. À la fin de ce discours, Hitler prend la route pour Berlin pour le dernier meeting de la campagne. Parmi les spectateurs qui l'attendent, Joseph Kessel. Cette fois-ci, le reporter français ne s'est pas installé près de la scène, aux côtés des autres journalistes. Il a préféré voir, depuis le cœur de la foule. Y avait-il 50 ou 60 ou 100 000 hommes et femmes réunis là? Je l'ignore. Mais leur masse était écrasante, hallucinante. Depuis 2 heures, ils se trouvaient là, écoutant les marches militaires. Au milieu de l'immense arène cernée par la piste, se dressaient des milliers d'hommes de choc. Section par section, régiment par régiment, en uniforme de parade, les troupes d'assaut faisaient bloc sous les drapeaux, les étendards, les oriflammes. Hitler a trouvé la plupart de ses militants et de son audience parmi les protestants. Et dans ces milieux, Hitler est vu comme une sorte de messie politique, ou de sauveur, si vous voulez. Quand on va voir Hitler, on entend la rage, la douleur, la souffrance, le deuil
l'énergie, la volonté et une affirmation de puissance. Autrement dit, on participe à un rituel d'ordre très archaïque, où on va entendre une forme de sorcier, une forme de chaman. Soudain, de la voûte par laquelle on accède à l'arène, une automobile surgit. Toute ardente de torches, elle se mit à faire très lentement le tour de la piste. Sur le marchepied se tenait l'idole, Adolf Hitler. Le corps d'Hitler, lors de ces meetings, c'est peut-être l'essentiel, parce que, au sens littéral, c'est un médium. C'est une membrane de diffusion. C'est un moyen d'expression, c'est un vecteur d'expression. Parce que dans son corps s'exprime, et par son corps s'exprime la peur, la rage, la haine, et une forme d'espoir qui s'exprime par une transe et par des péroraisons qui culminent, à juste titre, relève Kessel, par les mots « Deutschland, Deutschland », où là la voix se casse. Je l'avais vu à Dortmund il y a 4 mois, mais alors j'étais à 10 mètres de lui. Tout ce qu'il a de fantoche me blessait impitoyablement. Mais là, pareil aux dizaines de milliers d'êtres qui m'entouraient, je ne pouvais rien percevoir de lui qu'une mince silhouette tout entourée de feu. Il s'accouda au rebord de l'estrade, et jamais je n'oublierai son regard d'orgueil, presque dément. Le 31 juillet 1932, à la sortie du bureau de vote, von Papen semble confiant. Le chancelier espère, grâce à ce scrutin, obtenir le soutien des Allemands et une majorité au Parlement. Paris perdu. Ce jour-là, 13 millions d'Allemands font le choix d'Hitler. Avec 230 députés élus, le chef du parti nazi devient le maître du jeu du Reichstag. Une seule personne reste à convaincre, Hindenburg, qui a le pouvoir de nommer le chancelier. Le 13 août, le président convoque Hitler afin de connaître ses intentions de coalition. Les élections législatives du 31 juillet 1932 devaient marquer le couronnement de la stratégie électorale d'Hitler. Ce qui est le cas. C'est devenu le premier parti d'Allemagne. Et tout cela devait mécaniquement aboutir à une logique exécutive, c'est-à-dire l'entrée des nazis au pouvoir, au gouvernement, d'une part, mais surtout le fait qu'Hitler devienne chancelier. Mais ça ne se produit pas. On aboutit à cette scène fondamentale, qui est la rencontre entre les deux hommes. Le 13 août 1932, Hitler arrive pour discuter avec Hindenburg, et Hitler étant Hitler, c'est-à-dire quelqu'un qui n'écoute que lui, ne prend aucun conseil et ne veut qu'une chose, c'est-à-dire la domination absolue et être chancelier, il dicte à Hindenburg ses volontés. Hindenburg, en tant que président de la République, n'a pas beaucoup de sympathie pour Hitler. Hindenburg, c'est un maréchal du Reich, hein. C'est un homme d'ordre, c'est un homme de discipline qui n'apprécie pas du tout les milices par rapport à l'armée. Et donc Hindenburg va lui dire « Je ne vous nommerai jamais chancelier ». Et là, Hitler, en partant, lui dit « Ce serait dommage que je ne puisse plus tenir la bride à mes sections d'assaut ». La République ne tient plus qu'à un fil. Au Parlement, les communistes déposent une motion de censure contre le chancelier von Papen, qui a gardé son poste. Le résultat est sans appel. 512 députés votent pour la censure. C'est une censure parlementaire. Et après, c'est clair, Papen n'a pas réussi d'organiser une majorité au Reichstag. C'est un régime présidentiel, on peut même dire une dictature présidentielle proprement dite. L'histoire semble sans fin. Le Parlement est dissous. Une nouvelle campagne débute. Dans les rangs des partisans, la fatigue se mêle à la peur et aux espoirs de monde nouveau. Ce sont ces possibles rêves de jeunes Allemands que collecte à l'automne 1932 un journaliste voyageur aux idées battantes à gauche, Daniel Guérin. La politique y apparaît à chaque instant. On sent qu'elle tourmente si violemment ces jeunes cerveaux qu'ils ne peuvent s'en abstraire. Cette folle passion est à vrai dire assez récente. Et quand nous évoquons en comparaison la jeunesse française, engourdie par l'opium des journaux sportifs, on nous répond qu'il y a quelques années,
les jeunes Allemands s'intéressaient beaucoup plus aux champions vainqueurs et aux stars de cinéma qu'à Hitler ou à Thälmann. Mais le chômage, la misère sont venus. Chacun a pris parti. Le vrai problème des jeunes de cette époque-là, c'est leur débouché professionnel qui, au-delà, déborde en une crise existentielle de qu'est-ce que je fais là? Comment je vais vivre mon avenir? Des gens qui rentrent en plus dans la vie active à 16, 17 ans. Une autre fois, dans une petite auberge, nous ne trouverons que 3 jeunes gens que le hasard a réunis. L'un d'entre eux nous explique. Nous sommes dressés les uns contre les autres, travailleurs contre travailleurs. Les passions sont poussées à un tel point que parfois nous nous entretuons. Mais nous voulons au fond la même chose. Oui, la même chose. Un monde nouveau, entièrement différent du monde actuel. Mais l'un croit qu'Hitler le lui donnera, et l'autre que c'est Staline. Il n'y a entre nous que cette différence. Quelle incroyable confusion dans leur cervelle. Nationalisme, socialisme. Les notions réputées les plus claires y dansent comme des feux follets. Qui parviendra à capter cette jeunesse ambulante? C'est l'une des inconnues de l'Allemagne d'aujourd'hui. On voit dans le regard de Guérin une sorte de circulation entre les extrêmes. Mais il y aurait à mon avis une relative fausseté à croire que tout est dans tout, que tout circule. Il faut lire les textes et il faut regarder. Hitler, dans Mein Kampf, dans tous les textes, dit que son ennemi suprême, c'est les premières pages du livre, c'est le marxisme. La promesse du nazisme, c'est pas un programme socialiste, etc. C'est la destruction de ce qui est considéré comme l'ennemi intérieur, les marxistes. Le nazisme parle à différentes générations et en leur promettant différentes choses. Et c'est là aussi le génie du nazisme, parce que c'est pas une doctrine uniforme, c'est plutôt une expérience vécue, c'est un mouvement et justement pas un parti politique avec un programme. Et ils vont vraiment cibler leur message et ils vont aussi être capables à intégrer différentes générations. Viele sind hier, deren Väter wohl als arbeitslos durch unsere Straßen gehen, nicht wissen, was die nächste Woche oder der nächste Monat als Schicksal für die Familie und damit auch für die Kleinen in sich birgt. Not und Elend und eine Not und ein Elend, die nicht von ungefähr und durch Zufall gekommen sind. En novembre 1932, pour la première fois, le Parti national-socialiste perd des voix. Les nazis doutent. Les forces républicaines allemandes et étrangères espèrent de nouveau. Le 8 novembre, le socialiste français et directeur du journal Le Populaire, Léon Blum, écrit « Hitler est désormais exclu du pouvoir. Il est même exclu, si je puis dire, de l'espérance du pouvoir. » Quand on lit ça aujourd'hui, on sourit en se disant que cet homme était bien mal informé ou bien peu perspicace. Sauf que c'est tout le contraire. Léon Blum a raison de dire ça. Parce que les nazis eux-mêmes le disent. Hitler menace de se suicider en novembre 1932 parce que tout est fini. Goebbels confie à son journal, à la Noël 1932, il est tout seul dans son bureau, qu'il est triste et qu'il éprouve une mélancolie suicidaire. Bref, ces gens-là ont perdu. Et ils ont été remis en selle par des petits politiciens minables de la droite bourgeoise autour d'Hindenburg. Il y a des tractations, des complots, les gens se rencontrent dans l'ombre, chacun y va de son dîner non officiel. Il y a quelques jours de crise ministérielle, ils sont 2 ou 3 à refuser le poste de chancelier, parce que justement Hitler ne veut pas soutenir un gouvernement où lui-même ne serait pas chancelier. Au premier jour de l'année 1933, à 2 reprises, von Papen rencontre Hitler. L'ancien chancelier devient émissaire. Le drame prend forme. Von Papen rassure Hindenburg et son entourage, notamment son fils, Oskar von Hindenburg, en disant « Écoutez, vous allez nommer Hitler à la chancellerie, vous allez me nommer vice-chancelier, et c'est moi qui vais tirer les fils de ce jeu de marionnettes. » Hitler, au fond, n'est qu'un voyou mal dégrossi, un orateur de brasserie et un pantin de tréteaux.
Alors que le grand politique, le professionnel, c'est moi, von Papen. Von Papen a même ce mot qui est rentré dans l'histoire, qui est je vais tellement l'acculer dans un coin de la pièce, ce Hitler, qu'il va finir par couiner. In fine, c'est plutôt Papen qui a couiné. Le 30 janvier 1933, Hitler prête serment à la République dans le bureau du président Hindenburg. Par les urnes, la rue et les tractations de certains, Hitler est nommé chancelier. Le soir même, les SA nazis défilent fièrement sous les fenêtres du gouvernement. Alors qu'il y a quelques mois, la nomination d'Hitler comme chancelier aurait fait sensation en Allemagne, l'annonce d'aujourd'hui a été accueillie avec modération. Qu'il fasse un essai, telle était la teneur des commentaires, même parmi les ennemis d'Hitler. Il y a des jours où l'histoire semble vaciller. Quand cela se passe, il est difficile de s'en rendre compte. Tout semble en ordre, à sa place. Et pourtant plus rien ne sera comme avant. Ce sont les lendemains qui actent de ce moment, de cet instant où il y a eu un avant, un après.